Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information à la une de l'actualité. C'est mercredi 3 juillet, l'on observe une journée mondiale sans sac plastique, une menace planétaire détruisant l'écologie, occasionnant ainsi la pollution et la disparition de nombreuses espèces animales. La CAF confirme les tirages au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 pour ce 4 juillet et la République démocratique du Congo est classée dans le chapeau 1 avec le Sénégal, l'Égypte, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Une fois de plus, bienvenue à tous. C'est mercredi 3 juillet, la première ministre Judith Suminwa s'est entretenue avec la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, conduite par son président Paul Nsapou, au toit de fond le grave violation de droits de l'homme constatée lors de sa tournée dans l'est du pays. Regardez. C'est dans le cadre de la collaboration qui doit exister entre les institutions publiques du pays, le gouvernement et la Commission nationale des droits de l'homme de la RDC que nous représentons ici. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il nous a été donné de faire un tour d'horizon, survoler la situation sociopolitique et même économique et sécuritaire de notre pays pour dégager des pistes de collaboration effectives sur terrain, enfin, de contribuer à l'amélioration de cette situation. Puisque cette situation de la RDC impacte sur les questions de droits de l'homme, sur les questions de valeurs de dignité humaine, avec tout ce que nous déplorons à l'est du pays, où notre pays, la RDC, est attaqué. On a parlé de toutes ces questions-là, puisque la diplomatie de droits de l'homme, la diplomatie droits de l'hommiste, peut aussi contribuer, en passant par la diplomatie classique, à décanter beaucoup de situations. Il y a des enjeux importants au pays et à l'extérieur du pays. Nous devions nous mettre, accorder nos violons avant d'aller à tous ces rendez-vous où nous devons défendre la souveraineté de notre pays, chacun jouant son rôle. Et nous avons aussi parlé du fonctionnement, des difficultés qui sont celles d'une institution comme la nôtre, et par rapport aux attentes de la population, aux attentes des autres collègues responsables des institutions publiques. Revenons sur la rencontre de la première ministre Judith Suminwa avec la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi à la primature le mardi dernier. Elles ont échangé sur les avancées de la drépanocytose et du programme Excellencia. Plus de détails dans ses commentaires. C'est une première rencontre entre ces deux dames. La chef du gouvernement Judith Suminwa a reçu dans son bureau de travail la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Au centre de cet entretien, le plaidoyer de la fondation Denise Nyakeru dans les secteurs de l'éducation et de la santé. La First Lady a sollicité l'accompagnement du gouvernement de la République au programme Excellencia, lancé il y a de cela 5 ans. La question de la lutte contre la drépanocyte, l'une des causes majeures de la mortalité maternelle et infantile en République démocratique du Congo, était aussi parmi les préoccupations de Denise Nyakeru auprès de la première ministre. On a été reçu aujourd'hui par la première ministre, premièrement pour la féliciter par rapport à sa nomination. Et aussi par rapport à tous les suivis de nos plaidoyers qu'on a déposés. Et maintenant, on est venu juste pour un rappel par rapport à nos plaidoyers. Le ministre de la Santé, Recherche scientifique, du genre et de l'éducation ont pris également part à cette séance de travail. Notons que les programmes Excellencia que promet la Fondation Denise Nyakeru compte plus de 350 boursiers et valorise l'excellence en offrant aux élèves qui se démarquent la possibilité de poursuivre leur formation dans les meilleures conditions d'apprentissage.
Changeons des chapitres. Elle était reçue par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Maître Jacquemin Chabani, l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, Lissi Tamlen. Leurs discussions ont porté essentiellement sur les questions du renforcement de la collaboration entre les deux nations et la crise sécuritaire dans la partie est du pays. Regardez. En fait, c'était un entretien une visite de courtoisie avec le nouveau ministre pour renouveler les contacts avec lui, pour le féliciter, mais aussi pour retirer notre volonté de travailler très étroitement avec lui et toute son équipe. Nous gérons déjà un programme assez important d'assistance pour la police nationale, un programme de formation, un programme d'équipement, un programme pour aider la police de proximité. Nous avons parlé un peu de l'importance d'avoir un dispositif de police pour remplacer la MONUSCO à le départ de MONUSCO et nous étions, nous deux, totalement d'accord que ce que la population veut, c'est la présence de la sécurité civile pour sauvegarder la communauté. Donc voilà, c'était une très bonne discussion et nous, les États-Unis, nous sommes prêts à continuer cette assistance et nous attendons de renforcer cette collaboration. D'un dossier à un autre, celui-ci porte sur le paysage du secteur financier et les indicateurs de stabilité financière de la République démocratique du Congo. Le ministre des Finances, Doudou Mfwamba, a tenu sa première réunion du comité de stabilité financière mardi dernier dans son cabinet de travail. Suivez. À l'issue de cette réunion du comité de stabilité financière, l'on a noté le bon comportement des indicateurs de stabilité financière qui traduit une évolution positive du secteur financier congolais. Il était question au cours de cet entretien de discuter sur les perspectives de stabilité financière en République démocratique du Congo, notamment du secteur bancaire et des assurances. La Banque centrale a présenté une analyse approfondie de son secteur, tandis que l'ARCA a fourni un rapport détaillé sur le marché des assurances, soulignant des indicateurs prometteurs depuis la libéralisation du secteur. De son côté, le patron de finances a appelé le membre du comité à renforcer leurs efforts pour faire du secteur financier un moteur de croissance de la RDC. Il suffit de noter que cette réunion a connu la participation de la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Kabedi Malangou, qui est vice-présidente de ces comités. Également, le directeur général de l'autorité des régulations et des contrôles des assurances. Controverse autour de la réaction d'Augustin Kabouya sur le propos tenu lundi dernier par le président de l'ECD Martin Fayulu Madidi en rapport avec la célébration de 64e année de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Mike Sem, au cadre et secrétaire exécutif de l'ECD Funa, dit qu'il avait prédit que le discours Rappelez-vous, je vous ai prévenu que le discours que tiendra le président élu Martin Fayulu à l'occasion de la 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays sera une gifle qu'il va administrer en plein visage à M. Tshilombo. C'est tout à fait normal de constater l'agitation de Kabouya car la douleur de la gifle qu'a reçue son chef en plein visage continue encore de faire très mal. Kabouya n'a aucune leçon à nous donner. C'est plutôt lui qui n'a pas la maîtrise de ce qu'il dit. Ce n'est pas de notre faute. Si quelqu'un a des insuffisances pour comprendre la profondeur du discours du président élu Martin Fayulu, il n'a qu'à demander de l'aide. C'est pourquoi je demande à M. Mbata d'aider son secrétaire général Kabouya pour comprendre la quintessence et la profondeur du discours du président élu Martin Fayulu afin de nous éviter le scandale sur la place publique. Et je vous assure, M. Roberto, ceci n'est qu'un avertissement
car il y aura encore d'autres réactions musclées qui feront très mal à ces régimes d'usurpateurs qui sont arrivés au pouvoir par des moyens illégitimes. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont déjoué une attaque de l'ennemi M23 à la hauteur de Kaseye Boussorobia ce lundi 1er juillet 2024 qui pensait avancer sans aucune contrainte. Le commandant au front nord, le général-major Chikoti Tambwe Jérôme, appelle encore une fois de plus la population à ne pas céder à la panique et au discours propagandiste de l'ennemi. Je vous propose de suivre les réactions de quelques habitants. Nous demandons au FARDC de se renforcer et de chasser l'ennemi M23 pour que nous nous déplacer et nous rentrons. Le commandement par ailleurs dirigé par le général-major Chikoti Tambwe Jérôme apporte un démenti au sujet des articles mensongers et trompeurs parus dans les médias en ligne sur les rumeurs véhiculées au sujet d'une quelconque présence de son commandant à Butembo. Le commandement Front Nord condamne fermement les informations erronées concernant la présence de son commandant à Butembo. Aussi, les informations montées de toutes pièces par les ennemis de la paix sur les opérations menées dans cette partie est du pays. Actuellement, le commandant Front Nord se bat au front avec ses troupes pour renforcer ses positions et consolider celles de Kasey et d'Alimbongo. Rappelons que c'est grâce à la ténacité et à la bravoure du commandement du général Chikoti Tambwe Jérôme que la cité stratégique de Kanyabayonga et ses environs ont tenu pendant plus d'un mois avant qu'une réplique stratégique soit anticipée afin de réarticuler les forces pour déloger encore une fois de plus, c'est hors la loi. Jusqu'à mi-journée de ce mercredi, 2 armes lourdes légères se sont fait entendre à Kaseye, situé à quelques kilomètres de Kirumba, principal centre commercial du territoire de Lubero. C'est la poursuite des combats entre les rebelles du 1-23 et la coalition de FARDC et les Wazalendo au village d'Alimbongo, Nduta, Mombasa, Kanyambi et Ndoluma, situés sur l'axe Kaseye-Butembo. Effrayées par de tirs de balles en l'air dans les cités, les populations se déplacent non seulement pour ces affrontements, mais aussi pour l'orchestration du pillage de certaines maisons de commerce. D'après quelques habitants de ce coin du pays, les militaires congolais auraient tiré dans tous les sens pour provoquer la fuite de la population afin de se livrer au pillage. Il s'y est de signaler que la justice militaire n'est pas restée silencieuse face à ces accusations. Elle a ouvert une audience en foraine contre une trentaine de militaires congolais, dont 3 officiers pour fuite devant l'ennemi, dissipation des munitions de guerre et pillage. La question que la population serait en train de se poser est de savoir les raisons auxquelles les forces de l'ordre seraient livrées au pillage de biens de la population de cette partie du pays qui traverse une période liée à l'insécurité grandissante. Une insécurité cruelle et sans répit sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo, qui demeure un pays en proie des hostilités d'une guerre imposée par le rebelle du M23, sous couverture de l'armée rwandaise, causant ainsi des morts innombrables.
En effet, la ville de Kanyabanyonga, qui compte environ 65 000 habitants, se situe entre la ville de Goma et de Butembo, a été la cible principale des offensives durant ces 2 mois derniers, soit le mois de mai et juin, par le M23 contre l'armée congolaise. En effet, la ville de Kanyabanyonga, qui compte environ 65 000 habitants, se situe entre la ville de Goma et de Butembo, a été la cible principale des offensives durant les 2 mois derniers, soit les mois de mai et juin, par le M23 contre l'armée congolaise. Il s'est noté que la cité de Kanyabanyonga est la voie principale qui permet d'atteindre les sites de Lubero, et sa prise par le rebelle a pour objectif de la progression facile vers Butembo, qui se trouve être à seulement 5 heures de route en passant par Lubero. Selon certaines sources locales, la présence de rebelles du M23 avait déjà été signalée sur l'axe Lubero-Kanyabanyonga et plusieurs incidents ont été rapportés à Kirumba, signalant que la situation semble d'autant plus préoccupante suite à la présence de milliers de déplacés ayant fui des combats dans des zones telles que Rutshuru, Masisi et Walikale, dont avaient trouvé refuge à Kanyabanyonga et ses environs. Suite à la montée de ces hostilités, ces déplacés se trouvent encore être obligés et contraints de fuir vers les zones considérées un peu plus calmes. Au moins 2 agents de l'ONG britannique TF-Fund ont été tués par des jeunes autrement non identifiés et 5 véhicules ont été incendiés par ce même groupe de jeunes. En effet, un convoi humanitaire a été attaqué le dimanche 30 juin dernier dans la soirée en provenance de Lubero, avant que ces derniers soient la cible vers la ville de Butembo par un groupe de jeunes de ces territoires. Selon certaines sources, cet incident a eu lieu à la suite de vives tensions causées par l'avancée de rebelles du M23, toujours soutenus par les Rwandais, et qui se battent contre l'armée congolaise. Cependant, cette attaque contre le convoi étranger est une première dans cette zone où la situation humanitaire est très critique. Par ailleurs, Matsanani, président de la société civile de Butembo, explique que ce convoi humanitaire s'est heurté à une patrouille des jeunes qui faisait une ronde afin de prévenir toute entrée de rebelles du M23 dans leur territoire. Signalant que, de son côté, l'ONG britannique TF-Fund a affirmé que 2 de ses membres sont portés disparus jusqu'à ces jours. Il s'est noté que les besoins humanitaires sont énormes suite à l'afflux des déplacés en raison de combats. C'est ainsi que l'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Alain Kiwewa, a appelé le jeune à ne pas s'en prendre aux humanitaires qui ne sont pas leurs ennemis, mais par contre, les vrais ennemis de la RDC sont les rebelles du M23. Pour la ville de Kinshasa, il y a des secteurs phares qui dérangent la population quinoise. Il y a le problème de l'embouteillage, il y a le problème de la sécurité et il y a le problème de l'électricité, eau et tout. Premièrement, pour l'embouteillage, créer des routes secondaires, vraiment mettez la main dessus. Moi, je suis à Massina, je suis témoin oculaire de l'avenue qu'on est en train de construire, reliant CEP Congo, entrée Petro Congo, terminus Petro Congo et Bitabe. Cette route, on avait bien commencé, mais on l'a arrêté subitement comme ça, on ne sait pas le pourquoi. Il y a des routes secondaires qu'on est en train de réhabiliter et construire sur toute l'étendue de la ville. Vraiment, mettez la main dessus, il faut bien le suivre. Pour le problème de l'insécurité, il faut réunir les jeunes et les ONG. Nous devons partager les idées, comment faire pour éradiquer le problème phénomène Kuluna. Le problème phénomène Kuluna,
Pour mettre fin à cela ne suffit pas d'envoyer tout le monde en prison. Il faut d'abord étudier les faits. C'est quoi la conséquence de ces phénomènes Kuluna? Qu'est-ce qui produit des Kuluna dans notre ville de Kinshasa? Organisons-nous, organiser une salle, soit un salon d'échange entre les leaders de la jeunesse, les leaders d'opinion avec vous, écoutez nos idées et mettez-la en pratique. Je pense qu'on n'aura plus de Kuluna en prison, pas seulement de Kuluna en prison, mais on n'aura plus les phénomènes Kuluna à Kinshasa. À connaissant Excellence Daniel Bumba, c'est quelqu'un que je connais depuis, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est une personne très intelligente et très sage. Il n'a encore rien fait jusqu'à présent, mais je crois, avec le projet qu'il a, les idées, il fera quelque chose de mieux que les prédécesseurs ont détruit. Initié pour attirer l'attention sur les graves problèmes posés par le sac plastique, notamment la pollution marine, la destruction d'habitats naturels et les dangers pour la flore et la faune, la date du 3 juillet a été choisie pour célébrer la journée mondiale sans sac plastique. En effet, chaque année, plus de 500 milliards de sacs plastiques sont utilisés dans le monde. Aujourd'hui, ils sont devenus un problème majeur pour les écosystèmes. Leur légèreté permet d'être transportés facilement par le vent, rejoignant ainsi les rivières et les océans. Ils peuvent prendre jusqu'à 1000 ans à se décomposer. Pendant ces temps, ils se fragmentent en microplastiques entrant dans la chaîne alimentaire et posant un danger sérieux pour l'univers. Par ailleurs, la pollution occasionnée par la prolifération des sacs plastiques et surtout leur abandon au bon gré de vent menace de très nombreuses espèces animales. Afin de contribuer à sa réduction, il est recommandé d'adopter des gestes simples, notamment l'usage de sacs réutilisables, les sacs en tissu et en papier recyclé, les paniers en osier, les refus systématiques de sacs plastiques gratuits lors des achats, sans oublier la sensibilisation de son entourage sur les effets néfastes de ces produits. Notons qu'à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, des mesures ont été prises jadis interdisant l'utilisation de sacs plastiques. Malgré cette décision, certaines entreprises continuent de vendre des aliments avec des sacs et des bouteilles plastiques. Comment faire face à ces comportements irrespectueux de l'environnement ? Pensez aux personnes victimes et aux morts de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Condamnez le massacre, rébellion et l'occupation injuste, l'exploitation illicite des richesses dans la partie est. Tels sont les objectifs poursuivis et par la marche des santé organisée ce 30 juin 2024 et par l'association. Notez que cette marche des santé avait également pour objectif faire la visibilité de cette association et soutenir les autorités nationales, provinciales, municipales et locales. Une marche de santé que les hommes et femmes membres de cette association ont pris part à travers une vingtaine de kilomètres effectués dans un circuit fermé. Au finish, un dîner spécial a été organisé à l'intention des membres et autres invités des marques pour la circonstance.
En prélude de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, les participants à cette grande messe continentale connaîtront leur adversaire le jeudi 4 juillet prochain au cours du tirage au sort qui aura lieu à Johannesburg en Afrique du Sud. Classée à la 11e place en Afrique, la République démocratique du Congo est dans le chapeau 1 aux côtés de la Côte d'Ivoire, champion de la précédente édition de la CAN, Maroc, le Sénégal, Nigeria, l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, le Cameroun, le Ghana et les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Avec 4 chapeaux de 12 nations suivant les classements FIFA du 20 juin dernier. Bien que la CAF n'ait pas encore dévoilé les formats officiels, il est probable que ce tirage au sort se fasse en fonction des chapeaux. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc est prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. En rappel, les léopards congolais auront encore l'opportunité de jouer la CAN et de faire mieux qu'à la précédente édition en Côte d'Ivoire, qu'ils ont fini en 4e place du podium derrière l'Afrique du Sud, le Nigeria et les Ivoiriens. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré-salé. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant, de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folades, les fer, les sodium, les calcium, les potassium. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient.